qu'on sait tous la fin d'un couple, on sait aussi comment il commence. La question, c'est pas tant de savoir, c'est de l'admettre en fait et de se le dire. Il y a une constante chez l'être humain, selon moi, qui est qu'on a à peu près tout sous les yeux. Donc justement, aujourd'hui, je voulais parler un peu du couple et j'ai trouvé 10 points sur lesquels je voudrais aller. Le premier, c'est que... AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, c'est sur Beurre FM et jusqu'à 10h, Maximilien Bachelard est notre invité. Bonjour Maximilien. Bonjour à tous. Docteur en psychologie, psychothérapeute, président de l'Institut du Comment. Exactement. Bien, ça vous ressemble. Exactement. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, quelques vidéos qui ont explosé sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler du couple, un sujet qui vous réussit. Et on va s'intéresser aux signes de la fin d'un couple ce matin. Est-ce qu'on sait que c'est la fin d'un couple? Est-ce qu'il y a des signes qui sont annonciateurs ou pas? Je pense qu'on sait tous la fin d'un couple. On sait aussi comment il commence de toute façon. La question, c'est pas tant de savoir, c'est de l'admettre en fait et de se le dire. Et là, je pense qu'il y a une constante chez l'être humain, selon moi, qui est qu'on a à peu près tout sous les yeux. Donc justement, aujourd'hui, je voulais parler un peu du couple et donner, j'ai essayé, parce que maintenant j'ai essayé de préparer un peu les émissions quand même, et j'ai trouvé 10 points sur lesquels je voudrais aller. Le premier, c'est que tout est sous nos yeux. Oui, voilà, c'est ça. Tout est sous nos yeux. Ça, c'est le premier point. C'est un axiome, comme en mathématiques. Je pars du principe que quand on rencontre quelqu'un, on a une petite voix qui nous parle toujours. Après, on est en contact avec plusieurs informations, la voix de la personne, son attitude, on a tous les sens en éveil, mais on vient aussi avec nos attentes, avec notre histoire, notre passé, nos émotions. Il faut savoir que dans une rencontre, fondamentalement, l'autre cache des choses. Nous, on cache des choses. Mais on laisse aussi l'autre cacher des choses. Et dans une rencontre, on se présente finalement assez souvent sous notre meilleur jour. C'est comme ça. Et j'ai envie de dire, dans une rencontre, au premier abord, il y a une espèce de jeu de dupe assez normal qui se met en place. On va minimiser des choses dans ce que l'autre nous raconte. On trie, on n'écoute pas tout, on extrapole. Alors, par exemple, une femme rencontre un homme et puis il fume des substances parfois un peu illégales, une fois de temps en temps, ou un seul verre d'alcool, ou il a tendance à jouer un petit peu au tiercé de temps en temps, c'est ce qu'il dit, ou il n'a pas eu de chance envers ses employeurs. Il a eu 3 mauvaises rencontres avec ses derniers employeurs, où il dit que sa mère est malheureuse, la pauvre, il lui arrive des problèmes. On accepte à ce moment-là, toujours, puisqu'on est, j'ai envie de dire, c'est le terme à la mode, sous emprise, on est en train d'être pris par le charme de la rencontre, on accepte la narration en fait, on accepte la fable que l'autre se raconte à lui-même. Mmh. Alors là, vous êtes en train de parler du départ, et quand vous dites que tout est sous nos yeux, tout est sous nos yeux dès le départ. Dès le départ. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tout est sous nos yeux. On aurait presque tout. On pourrait même lire ce qui se passe à ce moment-là, déjà. Mais moi, je suis persuadé que si on filmait les premières rencontres, il y aurait vraiment des choses intéressantes à faire si on servait ça après aux gens quelques années après leur couple. Moi, j'appelle ça, donc j'ai inventé ce concept très littéraire d'auto-enfumage, c'est-à-dire que d'une certaine manière, puisqu'on a une somme importante d'informations qui nous arrivent en bloc, on a tendance à en éliminer certaines et à se focaliser sur ce qui nous intéresse. Et Nadia, fameuse sexologue de Beurre FM avec qui j'ai échangé sur ces concepts, parce que elle est un peu ma superviseuse, quand on parle un petit peu du couple, et elle me dit, mais finalement, moi, ça m'interpelle, ça me fait penser à l'interenfumage. C'est-à-dire que l'autre me raconte des choses, l'autre me cache des choses, et moi, je pense fondamentalement, je suis plutôt de la vieille école, je pense qu'on se raconte à soi-même beaucoup de bêtises, et on met de côté, et on a du mal, finalement, à prendre un certain recul, à absorber dans cette rencontre. C'est-à-dire que l'autre ment, on le sait, mais on décide de mettre ça sous le tapis. Alors oui, il ment. L'idée, c'est pas de se dire les mecs ou les femmes sont des menteurs. Ça fait partie de l'humain en fait, de finalement ne pas dire écoute, je te rencontre, mais en fait je suis un mort de faim, j'arrive pas à gérer mes enfants, et puis je vais te le dire franchement, je sais pas faire à bouffer et j'aime pas passer l'aspirateur. Évidemment qu'on va pas le dire ça. Évidemment que par les questions qu'on pose et par l'écoute qu'on peut avoir, on pourrait le pressentir, mais on va pas chercher ces petites choses, évidemment. On vend la meilleure version de soi-même dès le départ. Exactement. Mais là, vous me piquez un concept, vous me le redonnez en fait, mais c'est exactement ça. Ah ouais. Finalement, pour moi, je vais vous donner quelques métaphores. C'est comme un contrat de travail qu'on est en train de passer quand on est dans une rencontre. Et je pense que quand on est en couple, il faut pouvoir faire une pause parfois, se demander si on a signé pour ce qu'on constate en fait.
Et souvent, et c'est plus souvent des femmes qui viennent me parler de leurs difficultés de couple, quand je leur fais faire cet arrêt sur image, elles se rendent compte qu'entre ce qui était écrit dans le contrat et ce qu'elles constatent tous les jours, en fait, oui, il y a une petite arnaque. Mais la pirouette à ce moment-là, c'est de chercher une excuse et une explication chez le conjoint. Et je vais vous détailler un peu tout ce qui se passe. Certains persévèrent parce que finalement, ils se disent « j'ai signé le contrat ». Donc à un moment donné, on m'a dit qu'on allait me livrer ma machine à laver dans 6 mois, donc moi je continue à l'attendre, elle arrivera forcément. On attend finalement l'apparition de la Sainte Vierge, on pourrait dire ça. Un autre élément aussi important, c'est que très rapidement, ce qui peut arriver, c'est que l'autre peut dire qu'on est responsable du problème ou du mal-être dans le couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, souvent, on pense que c'est l'autre qui est responsable. Le couple, et ça n'est pas défaitiste ce que je vais vous dire, est l'organisation parfaite fournissant, grâce aux partenaires, un alibi à nos difficultés. C'est-à-dire que le couple, d'une certaine manière, il nous permet d'avoir un alibi toujours à portée de main, afin finalement de ne pas se poser des questions sur soi-même. Mais au départ, le couple n'est pas là pour justement répondre à nos difficultés, oui. Et justement à les réparer, quoi. Mais on a une tendance humaine intéressante qui est que, et certains l'ont et ça devient très pathologique, à se dire que finalement le problème c'est pas nous. On commence d'abord à se dire que le problème c'est l'autre. Assez souvent en fait. On se dit pas finalement qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait que ça arrive ce genre de truc. Pourquoi je suis dans cette situation? Non, c'est l'autre. C'est l'autre qui m'agace. Ma femme me harcèle pour le ménage, quoi. Mais oui, mais bonhomme, tu l'as pas fait depuis 5 ans le ménage en fait. Donc d'une certaine manière, si tu avais fait un peu le ménage, peut-être qu'elle arrêterait de t'embêter et donc finalement il n'y aurait plus de problème. Mais comme au fond, t'as pas envie de le faire, faut bien que tu payes un petit peu la note, quoi. Alibi. Et pas Ali Habibi, hein. C'est pas la même chose. Tu es très en forme, Maximilien. Exactement. Donc on voit ce que l'autre veut bien nous montrer et on aperçoit ce que l'autre tente désespérément de cacher et de se cacher à lui-même. Je vais passer au deuxième point qui s'appelle la folie du shopping et la raison. Donc l'exemple que je donne assez souvent en consultation, c'est que parfois on va acheter un pantalon, on va dans une boutique, enfin pas en ce moment on a compris, malheureusement, on va sur un site de vente sur Internet et on veut un pantalon parce que on va en une soirée Covid, masqué, etc. Et puis on ressort avec 2 chapeaux. Ça, on connaît ça. Et les femmes ont plus facilement tendance, en tout cas, à se retrouver dans ce genre de situation. Les hommes font le shopping 1 fois par an, ils restent 10 minutes dans la boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on adore tellement un modèle, et les femmes, parfois, qui font du 38, sont prêtes à prendre la paire de 36 qui reste parce qu'elles sont folles du modèle. On les prend, on serait prêt à se couper les orteils, à avoir des ampoules, c'est pas grave, on va faire avec. Ça, c'est une métaphore que m'a donnée une amie que j'appelle la Grande Véro et avec qui je fais un gros bisou. Donc les hommes cherchent plus facilement leur taille et les femmes sont plutôt attirées par un modèle particulier. Même si elles savent que c'est pas leur taille. Et parfois, on voit 3 fois chez le retoucheur, en fait. Ça n'a plus aucun sens. J'achète une veste, elle n'est pas à ma taille, je la fais recouper, ça va pas, je la fais recouper, je la fais recouper, je la fais recouper. En fait, cocotte, tu faisais du 40 et tu faisais pas du 36, quoi. Mais il y a eu quelque chose qui nous a attirés malgré nous et on s'est dit qu'on pouvait pas le laisser passer. Et donc, je vous redonne encore une métaphore. Si finalement, quand vous cherchez une maison, vous voulez un garage, un jardin, un sous-sol, et que vous vous retrouvez finalement à signer un appartement où il n'y a rien de tout ça, moi, la question que je me pose, c'est mais ça n'était pas pour rien, ces critères, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait de vos besoins, de votre voiture à garer, du jardin que vous vouliez entretenir le week-end avec votre mari et du sous-sol pour entreposer vos affaires? Et c'est ce qui se passe parfois dans les rencontres que je peux avoir durant des consultations. C'est que entre ce qu'on voulait et ce qu'on a, y a un énorme hiatus. Et puis pris dans l'emballement des choses, on continue. Le troisième point que j'interroge assez parfois, c'est où pêche-t-on? Où est-ce qu'on pêche? Alors pas le pêcher originel, où est-ce qu'on pêche du poisson? Je trouve ça pertinent quand quelqu'un est en difficulté de se demander quels sont les points communs entre tous ses ex. Et puis l'homme actuel, par exemple, avec qui ça va pas. Mais je parle beaucoup des femmes envers les hommes, mais ça peut être l'inverse aussi. Si un homme me dit je suis en difficulté, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est toujours la même chose. Là, pour moi, il faut essayer de trouver, finalement, est-ce que vous ne cherchez pas toujours la même cible ou le même profil? Où est-ce qu'on cherche est une vraie question, en fait.
Ça paraît rien, on a l'impression d'être libre, mais finalement, si on finit toujours dans des after-work, dans une école de commerce, à 18h, dans le même quartier, on aura sensiblement le même genre de personnes. Si on rencontre toujours des types à 4h du matin, bourrés en boîte de nuit, on peut imaginer qu'ils auront un autre type de profil. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, mais finalement, où est-ce que je les rencontre, les gens ? C'est quoi le fil rouge ? C'est quoi le fil rouge ? Pourquoi ils sont tous addicts ? Pourquoi ils sont tous infidèles, madame ? Parce que vous êtes en train de me dire que tous les hommes sont infidèles, c'est pas vrai. Je vais pas vous prouver le contraire en vous disant que je dois défendre les hommes. Mais pourquoi vous, à chaque fois, malheureusement, à chaque fois que vous tirez un ticket, c'est numéro 4 ? C'est pas possible. Statistiquement, c'est pas possible. C'est ce que je dis aux gens. Si à chaque fois que vous jetez la pièce en l'air et qu'elle redescend, si c'est toujours pile ou si c'est toujours face, bah c'est qu'il y a vraiment un petit souci quand même. C'est qu'il y a un trucage dans votre mécanisme et vous le voyez pas en fait. Sauf si le problème, c'est vous. La question, c'est pas est-ce que vous êtes le problème, mais quelle est votre part de responsabilité là-dedans ? Bah oui, parce que sinon, je serais là pour dire aux gens la Terre entière n'a aucun problème, c'est vous le problème. C'est à vous de vous remettre en question surtout, vous êtes responsable de tout. Non, c'est comment ça se fait que d'une certaine manière, quelque chose ne vous convenait pas, mais vous êtes quand même resté là-dedans, malgré tout, et surtout, vous n'en êtes pas sorti. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites ça vaut encore le coup ? Mais ça vaut le coup, mais madame, ça fait 10 ans que vous me dites que sexuellement c'est une horreur, que vous pouvez plus saquer votre belle-mère, que vous en êtes malade, que vous êtes en arrêt maladie, qu'il est infidèle avec tout le monde. Qu'est-ce qui fait que vous partez pas en fait ? C'est ça la question qu'il faut pouvoir se poser. Et une question, peut-être, j'espère que je vais réussir à l'expliquer. Comment ça se passerait finalement si la personne en face n'avait pas les problèmes qu'il a, s'il n'était plus infidèle ? Alors évidemment, la première réponse, les gens vous disent tout irait parfaitement bien. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Un exemple qui vous parlera peut-être un peu plus, que moi je rencontre beaucoup en consultation, qui est un exemple magnifique, c'est toutes ces femmes qui sont avec des garçons en couple. C'est toutes ces femmes qui deviennent les mères de leur conjoint en fait. Donc il y en a beaucoup, ça sévit beaucoup dans notre société. Donc ils savent pas faire à manger, ils savent pas faire la vaisselle, ils savent pas où est le carnet de vaccination, ils ont besoin d'être chouchoutés en fait. Et ces femmes-là me disent mais c'est pas possible, il y a pas d'hommes sur terre en fait, c'est tous des garçons. Et en fait, il y a eu beaucoup de situations où ces femmes-là, au bout d'un moment, m'ont dit c'est vrai que j'ai une forme de contrôle, ça me plaît pas, mais je pense que si je tombais sur quelqu'un qui avait extrêmement confiance en lui, déjà, peut-être qu'on s'engueulerait, et puis j'aurais peur qu'il me quitte. Parce que, en fait, je suis pas sûr de valoir grand-chose. Je viens peut-être trouver indirectement ma valeur en ayant des points d'appui particuliers dans les couples que je forme, mais qui en même temps me conviennent pas bien. Donc c'est pas si simple en fait. Il suffit pas de trouver un mec fidèle pour casser les schémas d'une personne qui est en difficulté. Tiens. Et les hommes ne recherchent pas leur mère quand ils cherchent une femme ? Je sais pas. Je vous pose la question. Oui. Mais si vous ne savez pas, ne me répondez pas. Je sais pas, mais s'ils la cherchent et qu'ils la trouvent dans leur conjointe, il y a un problème à ce moment-là. Le problème est partagé. Je connais des hommes qui appellent leur femme maman. Hein. Oui, mais parce qu'elles acceptent peut-être de se faire appeler maman. Déjà, ça peut être un jeu. Ça peut être un jeu, mais j'ai envie de dire, si cette femme remplit des fonctions maternelles et que finalement son mec n'a jamais fait de machine à laver jusqu'à ses 20 ans et qu'à 50 ans, il s'est toujours pas appuyé sur un bouton de machine à laver et qu'il a jamais fait la vaisselle, j'ai envie de dire, elle accepte malheureusement indirectement de garder cette place en complémentarité avec la place d'enfant de son conjoint. On a vu déjà 2 éléments. Hein. Vous nous disiez tout à l'heure, on a tous sous nos yeux dès le départ. Deuxième point, la folie du shopping. Et le troisième point, Maximilien, alors ? Le troisième point, c'était où pêche-t-on ? Qu'on vient de faire. Là, on va aller sur le 4e point qui est plutôt quels sont vos critères, monsieur, mesdames, quand vous cherchez quelqu'un ? Et puis, on va mettre ça en opposition avec la question du changement de l'autre, parce que ça, c'est un élément fameux dans le couple. Donc, quand je demande les critères que les gens recherchent, et surtout quand ils sont en difficulté, qu'ils sont sur la fin de leur couple ou qui viennent de sortir d'une situation, j'ai évidemment toutes les banalités du monde qu'on peut dire ensemble, beau, riche, intelligent. Bon, ça, c'est pas intéressant, parce que j'ai pas encore trouvé une femme qui me dirait je cherche absolument quelqu'un de pauvre, quelqu'un de moche, et puis quelqu'un d'un peu con. Ça n'existe pas. Par contre, quand on commence à demander aux gens, mais qu'est-ce qui vous importe, qu'est-ce qui, de manière originale et singulière, vous importe dans une relation avec le sexe opposé,
et ben là, ça prend quand même pas mal de temps. Et les gens se rendent compte qu'ils sont restés sur des critères un petit peu comme quand on coche sur Tinder ou sur ce que vous voulez, la rencontre avec une autre personne. Moi, j'ai envie de dire, si on se met dans une relation avec quelqu'un sans savoir pourquoi finalement lui et pas quelqu'un d'autre, pourquoi on est attiré, on risque probablement certains dangers et on risque par la suite de vouloir absolument le changer. Donc je vais vous donner une séquence habituelle que j'entends très souvent quand on me parle de difficultés de couple en consultation. Alors vous m'excuserez, ce qui m'est venu c'est il fume, il boit, mais bon ça peut être elle, ça peut être autre chose. Il fume, il boit. Donc on pense que c'est raisonnable au départ. On veut pas imaginer plus. Et puis il le cache. Et puis on regarde mal, on n'a pas trop envie de regarder, on n'a pas trop envie de surveiller. Et puis un jour, on apprend que c'est pas un verre par jour, c'est plutôt une bouteille. Le mari, dans cet exemple-là, ça peut être une femme, il culpabilise parce qu'il se dit « oui, tu as raison, c'est pas bien ». Donc, on lui dit de faire très attention. En même temps, ça nous agace. En même temps, ça l'agace beaucoup. Et en même temps, on commence à le contrôler. Il promet qu'il va arrêter. Évidemment, il n'y arrive pas. Donc, il ment, il cache. Et donc, il culpabilise, et on croit qu'il va changer. Et donc, vous êtes déjà en train de vous ennuyer dans ma fable. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et ça, c'est le genre de mécanisme que j'entends très souvent en consultation. Boire, fumer ou autre chose, et c'est pas forcément des choses graves, mais on est dans une culture perpétuelle de l'excuse, c'est comme ça, mais surtout accepté par l'autre, qui, et pour moi, ça peut paraître un peu cash de dire ça, devient le meilleur avocat de son conjoint. C'est quoi, c'est un cercle non vertueux ? On appelle ça un cercle vicieux. Ouais. Et en même temps, c'est vertueux parce que, et là, je suis un peu coquin, parce que ça permet de faire tenir le couple. Puisque les gens sont encore ensemble. On pourrait même se demander si ça s'arrêtait, qu'est-ce qui nous resterait ? Vous savez, il y a des couples pendant 10 ans, en fait, ils se battent contre quelque chose, un ennemi commun, et puis quand l'ennemi commun n'est plus là... Et quand on parle de l'illusion qu'on peut changer l'autre, au départ, dans un couple, on a cette impression. Parce qu'on part déjà du principe que le problème est chez l'autre. Déjà. On part de ce principe-là, et l'autre pense que c'est chez nous. Pour moi, tout ça, ça nous prémunit d'un quelconque changement qu'on pourrait faire pour soi-même. Donc ça fait partie d'une constante. C'est pas une forme d'irresponsabilité, c'est bien ce que je vous disais, c'est l'alibi du couple, à tel point qu'on ne sait plus, comme dit l'expression, qui est le prisonnier et qui est le geôlier dans cette histoire. Parce qu'on peut toujours dire c'est l'autre, mais on pourrait aussi dire à la personne, oui, tu n'as qu'à pas accepter. Ah oui, mais si j'accepte pas, le ménage sera pas fait, on mangera pas, je veux nous épargner des engueulades, je n'aime pas les conflits, je suis fatigué, ça ne mène à rien, donc je vais le faire. Donc je mets de côté en fait ce qui me dérange. Donc je me nie, je tais cette colère ou cet agacement ou cette frustration et je me colle à la tâche. Donc ce qui est intéressant, c'est de se demander, et là j'espère que je ne perdrai pas les gens sur ça, qu'est-ce qui provient de moi et qu'est-ce qui provient de l'autre ? Parce que quand on rencontre quelqu'un, on a une capacité à séduire, on a une capacité à pousser l'autre à nous séduire, et on a cette capacité à s'enfumer. Parfois, on construit quelque chose qu'on a tellement désiré, le couple, qu'un jour, on se réveille en voyant que ça n'est pas solide, en fait, que ça tombe. Les femmes font souvent ça, mais en contrepartie, les hommes ne savent pas dire non à beaucoup de situations. Le couple peut devenir très rapidement le lieu d'un souci partagé. Il est parfois déjà mort, le couple. Et c'est ça qui est assez malheureux. Le lieu de deux volontés antagonistes, en fait, qui s'entrechoquent perpétuellement. Et on a des couples qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, on se dit finalement, si on leur coupait ça, qu'est-ce qu'il en resterait ? Au milieu de ça, il peut y avoir des jokers. Et en consultation, on me le dit souvent, donc c'est un peu un joker vicieux, c'est oui, mais vous savez, j'en ai marre de m'engueuler, et puis il a penché la tête, il m'a fait un sourire, et il m'a dit qu'il était désolé ou que j'étais belle. Donc finalement, on oublie tout d'un seul coup, et en même temps, malheureusement, le conjoint continue à être assigné à sa fonction de devoir faire les choses pour pérenniser finalement le système du couple pour pas qu'il éclate. Mais ce qui veut dire que les problèmes réapparaissent à un moment donné. Quand on les a pas réglés, on les a pas réglés. Le 5e point, c'est la dichotomie entre être un objet ou être quelqu'un. Donc là, je vais faire intervenir un concept encore de mon cru que j'ai mis une 40aine d'années à élaborer, c'est que j'appelle la théorie de la pâquerette. La théorie de la pâquerette, c'est se laisser séduire. On laisse finalement le choix à la
terre entière de nous choisir. Parce que en fait, une pâquerette, c'est quoi son rôle? C'est de pousser et c'est d'attendre d'être cueilli par quelqu'un. C'est tout ce que ça fait, une pâquerette. C'est ça votre pâquerette. Voilà. Donc évidemment, c'est pas la peine de me lancer les associations féministes sur le dos. Les hommes peuvent aussi devenir des pâquerettes. Ça n'est pas lié au sexe, c'est une fonction qu'on peut prendre. Et donc, il y a beaucoup de femmes à qui je dis, mais alors racontez-moi vos rencontres avec vos ex et puis avec votre mari actuel. Et puis elles me disent, bah moi j'ai jamais fait l'effort finalement. À chaque fois ils m'ont trouvé, comme si finalement c'était un choix qui relevait de Dieu ou du hasard et puis ça a cliqué. Mais si on se demande où est-ce qu'on pêche, on revient sur le concept précédent, on peut se dire que finalement on va peut-être attirer naturellement toujours les mêmes profils. Et ces hommes ou ces femmes embarrassés, je leur dis, mais moi ce que je vous souhaite à un moment donné, c'est de ne pas attendre comme dans un bal assis sur une chaise que ce soit toujours le même genre de type ou de nana qui viennent vers vous, c'est de vous lever et de vous dire, mais lui là-bas qui m'a pas vu, il m'intéresse. Et je vais arrêter à chaque fois de laisser le monde décider pour moi. Parce que souvent, on m'oppose ça. On me dit, bah moi, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'en suis pas responsable. Et je pense que à ce moment-là, il faut pouvoir faire cet effort. Il y a aussi un élément important là-dedans, c'est de se demander quel compte on a à rendre envers les hommes et les femmes. Après toutes nos blessures, toutes nos séparations, on est parti coucher ailleurs ou alors on a tiré un trait sur les couples, donc on pense que tout est réglé. Mais quel compte j'ai à rendre? Qu'est-ce que j'ai comme grief envers l'homme en général ou la femme en général? Quelle rancœur, quelle méfiance et quelle peur se déploient devant moi qui pourrait peut-être faire obstacle à un nouveau couple? C'est pour ça que pour moi, il faut faire ce que j'appelle une autopsie de la mort du couple. Et ça, c'est un concept aussi très important, c'est que finalement, votre couple est mort, vous fuyez, vous voulez passer à autre chose, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être même vous avez rencontré quelqu'un qui a permis de tuer votre couple, de participer à sa mort. Mais après coup, il va falloir vous poser et vous dire, mais finalement, comment on en est arrivé là, quoi? Et pas en quoi je suis responsable et tout est de ma faute, ou en quoi l'autre est un salaud, ou vous le déclinez au féminin. Alors, sur l'autopsie, je ne sais pas qui a constaté l'autopsie, mais souvent, même quand on sait que le couple est mort, on lui donne une chance de plus à chaque fois. Et si je lui donnais une nouvelle chance? Ça, c'est le problème de certains réanimateurs. On leur dit qu'il faut arrêter de faire des massages cardiaques pendant 2 heures dans le couloir. Pourquoi en plus? Alors, des fois, pour réaliser que en fait, le corps est bien mort, ou peut-être, malheureusement, pour nourrir un secret espoir que notre volonté va permettre de faire fonctionner un couple. Mais en fait, un couple, par définition, je le dirai par la suite, c'est pas une volonté, c'est 2 volontés, mais c'est aussi quelque chose de magique qui fait que ça tient tout seul. Bon, alors, qui fait le constat de la mort du couple? Chacun va faire le constat à sa place, et je pense qu'il faut pouvoir faire cet effort à un moment donné de se poser la question comme je vous le formule, comment ça se fait que je me suis retrouvé là, à cet endroit-là, dans cette situation? Et qu'on bannit le qu'est-ce que j'ai fait moi et tout est de ma faute, ou alors en quoi l'autre est nul. Parce qu'évidemment, le premier réflexe que certains ont, c'est de se dire moi j'étais avec quelqu'un qui était menteur, j'aurais jamais dû me mettre avec lui parce qu'il était ci, il était ça. Non, comment ça se fait que je me retrouve là-dedans? Et encore plus, et ça me fait parfois rire, comment ça se fait, madame, que vous êtes tombée sur 4 menteurs dans votre vie? Alors elle va me dire, mais moi j'en ai pas envie. Je vais dire, mais je me doute que ça vous fait pas plaisir. Mais en même temps, il faudra peut-être tomber sur des gens qui disent la vérité. Et là, on est en train de commencer à discuter d'une espèce de programmation qui nous entoure et qui nous pousse toujours, malheureusement, pas au gré du hasard, pas au gré du mektoub non plus, mais au gré d'un projet qui est inscrit au fond de nous et qui nous amène à faire ça. Alors, je vais pas faire trop d'interprétation parce que parfois c'est malheureux, c'est pas généralisable, mais là, ce qui me vient comme exemple, c'est une femme qui me disait ouais, je suis qu'avec des hommes infidèles, et elle me dit, mais vous savez, mon père, il couchait avec tout le monde, et ma mère était malheureuse. Alors, ça veut pas dire que c'est une causalité. C'est là où ça devient intéressant. On n'a pas forcément reproduit le schéma, mais en tout cas, on se retrouve dans une posture qui est la même que maman. Et là, pour moi, là, ça commence à devenir un élément essentiel pour pouvoir amener les gens à se transformer un petit peu. Un autre point aussi, j'ai essayé de mettre que des points que je trouve fondamentaux. J'ai essayé de ne pas faire un article à la Marie-Claire, j'ai essayé de faire un truc un peu plus profond. Il y a Psychologie Magazine aussi, hein. Il n'y a pas que Marie-Claire, qui est pas mal aussi. Oui, mais Marie-Claire, c'est un prénom vieillot, donc ça me donne encore plus envie d'aller farfouiller et de me dire ce qui se dit. Mais bon, c'est comme ça, j'ai mes problèmes, Philippe, c'est comme ça. Pour moi, le 6e point, je l'appelle « Regarder des notes et ne pas écouter la musique ». Ça, c'est un élément essentiel. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va paraître très froid, mais quand on est dans une relation, à un moment donné, il faut évaluer le dossier.
de ce couple-là, le parcours de ce couple-là. Il faut faire le distinguo tout le temps entre les faits et les paroles. Pourquoi ? Parce qu'on est tous amenés, encore plus si on a envie de romance, à se laisser porter par le chant de la flûte. Et ça peut durer 25 ans. Oui, mais, tu sais, ce patron-là aussi, il se comportait mal avec moi, il me respectait pas. Ben ouais, mais écoute, mon gars, ça fait 6 ans que t'es au chômage, ça fait le 5e employeur. Et là, les femmes parfois, ou les hommes aussi, je me reprends, se trompent à vouloir faire la morale à l'autre. Il n'y a plus de morale à faire. Les constats sont là, les faits sont là. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, on repart du principe qu'on préserve son image et d'une certaine manière, celui qui est pris dans ses contradictions peut toujours justifier ce qu'il a fait. Il garde cette image-là et encore une fois, s'il est toujours infidèle, mais qu'il s'excuse, mais que là, c'était pas pareil, c'était que sexuel et il a compris pourquoi ça n'allait pas parce qu'il dit que c'est à cause de sa mère et de l'absence de sa femme. Vous en faites ce que vous voulez, vous justifiez ça comme vous voulez, mais les gens dans des difficultés en face ont aussi à prendre du recul et à se dire mais en fait les faits sont là, il n'y a rien d'autre à dire. Et il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est ce que je dis souvent aux gens. Donc l'idée c'est que finalement, voilà, la personne est en difficulté, elle se justifie, elle fait ce qu'elle peut pour vous démontrer que c'est la dernière fois, qu'elle peut mettre du sens là-dedans, qu'il faut la pardonner absolument. Donc ça vous met dans une posture où vous devez finalement dire oui. On n'a pas le choix à ce moment-là. Et je pense que oui, vraiment, il n'y a rien de personnel. Ça fait 6 fois que vous êtes viré d'un boulot. Votre conjoint vous dit que finalement les employeurs n'ont pas été très sympathiques avec vous peut-être, mais le conjoint peut aussi se dire bah moi tout ce que je constate c'est que tu n'y arrives pas, que tu es toujours avec ces difficultés-là. Ça peut être la même chose sur l'infidélité, ça peut être la même chose sur le mensonge. Pour reprendre une vidéo que j'ai faite, ça peut être la trahison devant les gens. Tu t'es moqué de moi devant mes amis, tu m'as humilié et ridiculisé. Oui, mais c'est parce que t'as pas assez d'humour. Oui, mais au bout de 5 ans à se faire humilier tous les week-ends, peut-être que le boulot du conjoint qui reçoit ça, c'est de dire bon, je veux pas passer ma vie à essayer de le changer. Il a toujours des explications pour justifier l'injustifiable, mais en fait, juste moi, là, je vais couper parce que je me fais du mal. Et qu'on pense tous les deux que ça va changer, mais en fait, ça ne change pas, c'est tout. On est en train de dérouler justement ces signes. Moi, j'étais resté à la théorie de la pâquerette. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Donc, on était sur regarder les notes et ne pas écouter la musique. Comme un discours politique, parfois, on apprend ça justement à couper le son de la télévision et se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas entre le non-verbal et le verbal. Il y a quelque chose qui n'est pas congruent. Donc moi, pour le redire d'une autre manière, et c'est quelque chose qui guide toujours ma pratique et ma façon d'être, il faut regarder s'il y a une grosse différence entre ce que les gens vous racontent et ce qu'ils font en fait, tout simplement. Le 7e point, c'est le dilemme entre être gentil jusqu'à peut-être disparaître. Il y a beaucoup de gens qui, en souffrance, en consultation, me disent je suis trop empathique en fait. C'est ça mon souci, je suis trop empathique. Bon, les gens ne vous disent pas qu'ils sont trop empathiques. Si, ils vous disent empathique ? Qui me dit je suis trop empathique. Ou trop gentil, non ? Trop gentil, mais ils me disent trop... Ben oui, parce qu'ils parlent à un psy, donc ils prennent son vocabulaire en se disant que je comprendrais mieux ce qu'ils veulent dire, et surtout c'est plus valorisé. Gentil, ça fait chien. Empathique, ça fait psychologue professionnel. Donc voilà, je suis trop empathique. Moi, je crois que c'est faux. C'est un mensonge, ou en tout cas c'est une incompréhension finalement de ce qui nous arrive. Je crois que derrière, souvent, il y a la volonté de changer l'autre, de le sauver, une volonté de sauver l'autre qui dépasse l'entendement en fait. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand est-ce qu'on me dit je suis trop empathique ou je suis trop gentil ? C'est oui, il m'a trompé, mais voilà, il pleurait pendant des heures et il m'a dit qu'il s'excusait et puis il m'a dit qu'il avait envie de mettre fin à ses jours tellement il se dégoûtait. Donc voilà, moi j'étais pleine d'empathie, je pouvais pas le laisser tout seul quoi. Voilà. Et pour moi, d'une certaine manière, évidemment, on renonce encore à soi, toujours un peu plus. C'est pas étonnant qu'après, parfois, après 25 ans de couple, il y a des gens qui savent même plus qui ils sont parce qu'ils ont tout donné pour l'autre, d'une certaine manière. Ils se sont complètement oubliés dans l'équation. Ils ont oublié dans la liste de se mettre. Mais c'est également cette volonté qui dépasse l'entendement de se dire, allez, encore un peu, il va changer. Donc vous voyez à quel point on est finalement modelé par cette espèce de croyance que l'autre nous transmet, que allez, attends encore un peu, ça va aller mieux, je vais y arriver, fais-moi confiance, j'ai besoin de ton amour, et au bout d'un moment, si tu m'aimes assez, c'est aussi ça le contrat implicite, tu dois accepter et tu arriveras peut-être à me faire changer.
Donc, pour moi, c'est cette idée que parfois on mise en fait sur le potentiel de quelqu'un. Vous voyez, ça reprend la question de la retouche. J'adore ce tissu, il en reste plus qu'un, cette veste n'est pas à ma taille, mais je pense que le retoucheur va faire quelque chose de bien. Alors que le retoucheur, il va vous dire, je peux rien faire. Donc vous allez de retoucheur en retoucheur, de psy en psy par exemple aussi. Sont les sauveurs des causes perdues d'avance. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Peut-être que le psy, il est là pour faire en sorte qu'on arrive pour le coup à apprendre de nos erreurs. Parce qu'on n'arrive pas tous à apprendre de nos erreurs. Le 8e point, c'est ce que j'appelle l'amour à la française. Ce qui est valorisé, c'est à la base l'idée qu'on se sent incomplet sans une moitié. D'ailleurs, c'est une moitié, donc si j'ai pas ma moitié, je peux pas y arriver. C'est pas un double. Je me sens incomplet sans l'autre. Et donc, on cherche une espèce de complétude, d'harmonie. Forcément, on est dans une quête de réussir à faire fonctionner quelque chose. C'est l'objet qui va chercher la pile désespérément pour pouvoir fonctionner. Là, ça devient bizarre comme image. On reste dans une attente infinie, dans cet amour à la française, de faire changer l'autre, de faire tenir quelque chose qui est censé, pour moi, tenir un minimum tout seul. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense qu'un couple doit parfois fournir quelques efforts, mais il faut que ce soit raisonnable, en fait. Si ça vous demande un effort inconsidéré, perpétuel, pour ne pas que ça tombe, c'est qu'il y a un souci. Messieurs qui m'écoutez, vous montez un mur en parpaing, je vais être un peu misogyne, mais c'est plus souvent les hommes qui font ça. Vous montez un mur, si vous êtes obligé de mettre des étais et que 5 ans plus tard, je viens chez vous, il y a encore les étais, c'est qu'il y a un problème, en fait. Et si vous me dites, je les retire, ça tombe, j'ai envie de dire, détruis ton mur et refais-le, parce que là, c'est quand même dangereux. Donc pour moi, la magie du couple, une des magies du couple, c'est qu'il y a quelque chose qui tient un peu tout seul, par définition. Dans l'amour à la française, il y a parfois la peur finalement cachée d'être seul. On n'arrive pas à se retrouver soi-même, on n'aime pas le silence, on a l'impression que notre vie elle sert à rien tant qu'on n'a pas quelqu'un à aider, quelqu'un à faire changer, quelqu'un qui est témoin de ce qui nous arrive, avec qui on a une relation intime. Ce qu'on pourrait finalement avoir avec d'autres personnes. Oui, c'est pas la peur de laisser l'autre seul qu'on a, c'est la peur de se retrouver se retrouver seul, assez souvent. Ouais. Et le dernier point qui est important aussi, c'est que pour moi, souvent se cache la volonté, en fait, quand on reste dans un couple qui ne va pas et qui nous fait souffrir, cette volonté de vibrer de nouveau comme la première fois. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est à la recherche effrénée des premiers effets ressentis par cette drogue. Donc finalement, on a une forme d'addiction où on a beau à chaque fois reconsommer, c'est pas aussi bon que la première fois, mais ça me rappelle un peu le début. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous donne un bel exemple. Les psys qui m'écoutent, ils diront évidemment, quand un couple se prend la tête au cabinet pendant des heures et des heures, et d'ailleurs on le voit dans la série En thérapie, pour ceux qui l'ont vu sur Arte, il y a un couple qui est en grosse difficulté et puis qui est quand même bien cogné, mais qui est intéressant. Le psy pose une question. Il dit, mais racontez-moi comment vous êtes rencontrés. Et à partir de ce moment-là, tout se relâche, on sourit, et d'une certaine manière, on repart dans le passé et on est en train de revivre le plaisir de la rencontre. Donc même des couples qui sont prêts parfois à se tuer en consultation, d'un seul coup se relâchent et disent oui, je me rappelle, qu'est-ce qu'il était mignon, il est venu me chercher, il était attentionné, et puis lui voit sa femme avec 20 kilos de moins, il la trouve belle et lancée, et c'est magnifique. Et je pense qu'une des mécaniques, parfois, dans certains couples dysfonctionnels, c'est de courir après cette image, sauf qu'on court toujours vers le futur et qu'on peut jamais recourir vers le passé, c'est pas possible. L'avant-dernier point, le point 9, c'est le couple pour moi. Et je pense en avoir déjà parlé dans une autre émission, a des limites, mais il faut que les gens en aient aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne suis pas en train de vous dire simplement il faut des limites dans votre couple. Ce que je veux dire, c'est que dans un couple qui est un contrat implicite, il faut qu'il y ait des limites sur le plan théorique. Donc, exemple concret, moi, un couple, ça ne peut pas fonctionner si l'autre est infidèle. Ok, c'est ta norme, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas vivre avec un homme, par exemple, routier, parce qu'il n'est jamais à la maison, et moi, j'ai besoin qu'il soit là. Ou moi, j'ai besoin que mon homme ou ma femme s'entende bien un minimum avec ma famille. Ok, ça c'est des limites théoriques et si c'est franchi, il faut pouvoir à un moment donné se dire « Ah, mais alors là, il ne respecte plus le contrat, est-ce que je le romps ou est-ce que je le romps pas ?» Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce que finalement, ils n'ont pas mis de limite à tout ça. Ils vivent le couple comme ça et puis ils verront jamais en fait. Ils verront quand il y aura une crise et que le psy leur posera la question. Si le contrat, écoutez bien, est infini et indéfini, ça devient une obligation en fait.
il faut des limites pour que quelque chose existe et pour qu'on puisse s'en défaire. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a ni début, ni fin réelle. Et théoriquement, on ne peut pas mettre fin à cette histoire. C'est pour ça qu'il faut des limites théoriques. Il faut savoir un minimum quels sont vos critères avant. Qu'est-ce que vous pourriez accepter ou pas. Alors, il y a des choses, on ne sait pas quoi en dire. Et puis, l'expérience nous fait changer d'avis. Mais la rencontre peut tellement nous faire changer d'avis qu'au final, on peut ne plus du tout se retrouver dans ce qu'on voulait au départ. Il y a un autre élément dans cette question des limites, c'est que évidemment, comme on peut lire assez souvent dans Marie-Claire, un numéro sur 2, je suis abonné en fait. Non, je rigole. Un couple, c'est pour la vie. Moi, j'ai envie de dire, cette phrase, maintenant, elle fait peur. Encore plus les années passent, plus elle fait peur. Je trouve que c'est trop présomptueux. Il y a beaucoup de couples de vieillards qui sont mignons et qu'on fait une vie ensemble. Mais il y a aussi énormément, et on oublie, des couples qui ont fait leur vie ensemble et qui ont été malheureux jusqu'à la mort, en fait. Une espèce de pacte où monsieur n'en peut plus de sa bonne femme et madame n'en peut plus du vieillard qui arrête pas de radoter. Moi, je pense, d'une certaine manière, que on vit des expériences, on est quelqu'un, on n'est plus la même personne dans 20 ans. Il n'est pas impossible que les chemins s'éloignent, qu'on ne soit plus en parallèle. On peut aussi s'éloigner mais continuer à rester ensemble. Et d'où l'idée, comme je vous le disais l'autre fois, je pense qu'on ne peut pas faire Pékin Express menotté. C'est-à-dire que Pékin Express, c'est par définition la lourdeur de l'autre. On a presque envie de dire on les séparerait, ce serait plus simple. Mais ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à mettre des menottes parce qu'ils savent bien que c'est pas possible en fait d'avancer avec des menottes. À un moment donné, c'est plus possible. Donc il faut que ça s'accorde entre les deux. Petit exemple, il aime sa mère, je suis très famille, il n'y a pas de souci. J'adore faire plein d'activités, l'autre aime bien, mais au final, il a besoin que je sois toujours avec lui tout le temps. Ça va pas coller, en fait, ce truc-là. Ce sera pas possible. Au début, il fait plaisir à madame, il fait des randonnées avec elle, et puis un jour, il en a marre, donc il lui dit de rester à la maison, mais elle a quand même envie de sortir. Elle est heureuse, elle a envie de vivre sa vie. Si monsieur ne le tolère pas, et si en plus madame culpabilise, elle se retrouve à la maison, et 10 ans plus tard, elle vient me voir, et elle me dit, en fait, moi, il y a 20 ans, j'étais pas la même personne. Donc ça, c'est un problème. Le dernier point pour terminer, qui s'appelle « Et quand c'est terminé, quand c'est fini ». Comme me disait un collègue que j'ai quitté tout à l'heure, Joseph, à qui je fais un coucou, un psychanalyste qui travaille à Clamart et qui a pour assistante Nabila, qui est une Algéroise d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou. Algéroise, pas algérienne. Algéroise. Ça n'a rien à voir avec algérienne. Il me disait, Joseph, en fait... C'est ce qu'elle vous a dit, c'est pas vous qui C'est ce que Joseph me dit. J'ai discuté avec lui par rapport à la question du couple. Qu'on n'ait pas de problème. Non. Je vais pas commencer à mêler la communauté là-dedans. Voilà, d'accord. Non, Joseph, c'est plus l'Italie, donc c'est pas Italia FM. Voilà. Donc, il me dit finalement, à la fin, on veut voir ce qui n'allait pas. On veut voir ce qui n'allait pas. Et moi, je rajouterais, on ne voit que cela. Donc, dans des fins de couple, les gens ne voient que cela. Tout ce qu'ils n'arrivaient pas à voir, qu'ils avaient mis de côté, toutes les miettes qu'on laisse, là, elles remontent et on est écœuré par ce truc-là. Le mari n'arrête pas de manger, et puis heureusement que je l'ai quitté, il faisait que de ronfler, il était désagréable, agressif. Ben oui, mais il a toujours été depuis 15 ans, en fait, madame. Mais d'un seul coup, les résistants sont lâchés. Vous ne voyez plus que ça. Enfin, ce qui n'était pas dans votre champ de vision, qui était juste sous votre nez, remonte. Et vous ne voyez que ça. Et je vous cite la phrase habituelle qu'on me sort. Je le savais depuis le début. C'était là. Je suis vraiment trop bête. Je n'ai pas voulu le voir. Et le pire, c'est qu'on me l'a dit. J'ai cru que ça s'arrangerait avec le temps. Et moi, je rajoute le sous-titre à la Bachelard, sous-entendu que l'amour l'aurait fait changer. Et j'ai pas réussi. C'est malheureusement ce qu'on retrouve assez fréquemment dans certaines situations de couple qui terminent avec une sorte de déception parce qu'on n'a pas réussi à mener à bien ce projet. Ouais. Ça, c'est à la fin du couple, mais 3 ou 4 ans plus tard, on a oublié tout ça. On se souvient que de ce qui était bien, en fait. Donc vous êtes encore plus négatif que moi. Non, alors moi, je suis très positif. Moi aussi, mais je pense qu'il faut qu'au départ... Très positif, je dirais qu'à la fin, on voit que ce qui n'allait pas, mais quelques années après, on se dit finalement, c'était bien. C'était pas si mal. C'était pas si mal, c'était même bien, voilà. Je sais pas comment on appelle ça, c'est la résilience, peut-être? Non, je dirais pas que c'est de la résilience, finalement. Je dirais pas que c'est... Mais en tout cas, c'est une façon aussi de retraiter l'histoire comme ça nous arrange. Forcément. C'est le côté fantasmatique, vous voyez.
J'ai vu quelqu'un, magnifique, je la revois 2 jours plus tard et en fait je me dis qu'est-ce qui m'a pris quoi ? Sans effet d'alcool ou de cannabis. Comment mon cerveau d'une certaine manière arrive à modeler des choses qui viennent répondre un petit peu à mon désir. Je croyais que ça allait passer, c'est pas passé. C'est le fameux coup de l'homme qui dit ah mais ma voiture elle passe, il recule et en fait il a gratté l'aile. Non, en fait t'étais plus gros que ça en fait avec ta voiture. Maximilien Bachelard is back sur Beurre FM. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci aux commentaires, j'ai regardé un petit peu. Certains sont quand même un peu fous, mais en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir commenté autant toutes ces vidéos. Voilà. Je m'y attendais pas. Répondez aux commentaires, Maximilien, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.